100% Bénin, bienvenue mesdames, messieurs et merci d'honorer le rendez-vous. Aux premières heures de la gouvernance Talon, elle aura pendant plusieurs jours, plus d'une semaine, focalisé l'attention, la rocambolesque affaire dite affaire 18 kg de cocaïne. Une affaire qu'on n'oubliera pas de sitôt, tant les implications et responsabilités sont grandes. À juste titre, à l'heure du bilan, un seul plateau débat ne saurait suffire, mesdames, messieurs, pour en faire le point. Après l'émission débat au sujet de la plainte contre INS qui peine à prospérer, 100% Bénin, le numéro du jour, voudrait s'attarder sur l'impact politique supposé de la dite affaire qui, des mois et années à venir, alimentera sans doute encore bien des conversations. Un acteur politique en principe pour nous accompagner durant cette émission, mais avec un éditorialiste. Et avant de les découvrir autour du thème affaire 18 kg de cocaïne, quel impact politique, nous allons faire le point de l'actualité vue par les journaux. Ce sera l'instant revue de presse. Aux manettes pour la revue, Kodovi Ametonou déjà installé. Kodovi Ametonou, bonjour. Bonjour à vous, Joël Etodji. Bonjour également à nos amis téléspectateurs, friands donc, de cette page de votre émission. Oui, une page pour le moins très animée ce matin, et j'imagine avec à la une le RAVIP, dont le lancement est prévu en principe pour le 1er novembre. Oui, ça a effectivement démarré, même si d'aucuns pensent que ce n'est pas encore le cas. Il y a des photos des autorités, surtout le chef de l'État, avec ses membres du gouvernement, qui sont donc allés dans leurs différentes localités pour se faire raviper. Il faut désormais garder ce verbe-là, ça existe désormais, et donc c'est au Bénin. Au Bénin, raviper. Alors, en dehors de raviper, j'imagine qu'il y a d'autres sujets à découvrir. Je vous laisse plutôt le plateau pour l'instant revue de presse. Merci donc à vous, Joël Etodji. On démarre avec les canards qui sont effectivement revenus sur cette grande actualité qu'est le RAVIP et le quotidien de Médéric François Gongo. Je vais parler donc du Actu Express, mais cela en manchette. RAVIP confié à gré aux fraudeurs Safran, écrit donc ce journal. Le FSP dénonce l'escroquerie de l'État et le tricage des élections. La loi sur le RAVIP fait partie des lois scélérates et pirates, un acte de police et de contrôle plus serré des citoyens. Et bien sûr, Jean Kokou Zounon qui l'affirme. Les Béninois, dans la hantise de la fraude électorale, urgence donc d'un consensus national, préconise le politicien. Et à la une de ce journal, toujours concernant le RAVIP, très faible mobilisation des populations là pour le démarrage. Et puis flou artistique autour de la nébuleuse de 18 kg de cocaïne pure. Les Béninois réclament la vraie version des faits. Qui a intérêt à bloquer la manifestation de la vérité, s'interroge le journal. Et puis, toujours parlant de la politique et du développement, le quotidien fait constater que Jean-Baptiste Ronguet et les siens ratissent large pour la réussite du mandat en cours. C'est bien sûr parlant de la coalition Bénin en route, un soutien éclairé pour Talon, écrit donc Actu Express qui cède place au journal Cocorico, le gratuit béninois. RAVIP, début de l'opération difficile malgré les petits soins. Et puis, rapport Doing Business 2018 sur le climat des affaires. Le Bénin ne rassure pas. 6 insuffisances persistent en dépit de la progression de 4 places. Et puis, malgré l'existence d'une capacité technique pour sécuriser les fréquences au Bénin, eh bien, les pirates de Soleil FM imperturbables, la hack à l'épreuve, la sécurité intérieure menacée. L'intervention du chef de l'État est attendue. First Info, soupçons persistants autour de RAVIP Safran, les clarifications convaincantes du FSP. Les Béninois doivent rester vigilants, conseil First Info. Le journal La Dépêche cette fois, débarrage des opérations d'enrôlement, timide mobilisation au lancement, les populations très peu RAVIP. Et puis plainte contre le RAVIP, la Cour constitutionnelle toujours attendue. Nouvelle économie, Doing Business 2018. Le Bénin peu favorable aux affaires. Le quotidien La Nouvelle Tribune. Déclaration hier du maire par intérim de Cotonou sur le RAVIP. Isidore Nolofou invite les populations à sortir massivement pour se faire recenser. Entretien exclusif avec Candide Azanaï.
Le RAVIP regorge de pièges et de suspicions, un détournement cosmétique de l'ANT vers le RAVIP. Et puis, réalisation du RAVIP à vive allure et en toute opacité. Le RAVIP, une anarque technique, politique, électorale et financière contre le peuple. Le gouvernement veut se simplifier la surveillance de la vie des citoyens, écrit la Nouvelle Tribune. Quotidien L'Afrique en marche. Affaire plainte contre IS devant la Cour suprême, du moins. Une nouvelle manœuvre contre Sébastien Diavon, mais quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra, préconise le journal L'Afrique en marche, qui cède donc sa place à Matin Libre, deuxième gouvernement de la rupture. Talon, seul maître à bord, constate le quotidien. Notre voix cette fois, Jacques Kouzouno du FSP, à propos donc du RAVIP avec Safran, une anarque technique, politique, électorale et financière. L'opposition dénonce une opération de fraude pour consolider la gestion autocratique de Talon et préparer donc les hold-ups électoraux. Le RAVIP dénonce et condamne la politisation à outrance de l'opération. Rapport Doing Business 2018, le Bénin, mauvais élève dans l'espace UEMOA et CEDEAO. Et puis quotidien point média, blocage de la plainte contre IS dans l'affaire de 18 kg de cocaïne pure. La balle est désormais dans le camp de la Cour suprême. Et puis, relecture des lois organiques de certaines institutions, on dit. C'est un saucissonnage pour une révision déguisée de la Constitution, s'interroge donc le journal Point Média, avec lequel d'ailleurs nous refermons la une des journaux sur l'émission 100% Bénin de ce matin. Merci. Quand je viens maintenant, je ne vais pas vous laisser partir sans un petit mot au sujet de toutes ces analyses faites concernant le RAVIP. Chacun y va de son commentaire. Si le chef de l'État est sorti avec toute son équipe, comme vous l'avez souligné, il n'y a que suffisamment d'acteurs soulignent quelques difficultés et de réticences autour du projet. Oui, des acteurs soulignent de réticence. Vous n'êtes pas sans savoir que le Front pour le sursaut patriotique a organisé des séries de marches. Personne pour, du moins, puisque le constat a été fait hier au démarrage donc, de l'opération, personne n'est contre le RAVIP. On dénonce simplement l'opérateur technologique qu'est Safran, puisque rejeté dans plusieurs pays déjà, le Nigeria, le Ghana, la Guinée et tout dernièrement le Kenya, qui ont constaté que l'opérateur technologique engagé par l'État béninois pose problème. Et aujourd'hui, des voix continuent de s'élever même au démarrage de l'opération. Donc, on parle de timide démarrage, ce n'est pas vrai. Il y a une forte mobilisation de la population pour l'opération. Mais figurez-vous que sur le terrain, il n'y a pas des opérateurs techniques pour enregistrer. Le constat a été fait à Godomé, dans le 8e arrondissement de Cotonou, où nous avons rencontré le chef de l'arrondissement. Ils ne sont même pas associés à l'opération. Ils ne connaissent même pas les agents recenseurs qui devraient être... Pourquoi parlez-vous là, c'est vrai, vous étiez sur le terrain, donc c'est des faits vécus, mais que les chefs d'arrondissement, eux qui font partie intégrante du projet, en tout cas pour ce qui nous a été exposé, ne soient pas informés ni associés. Curieusement, je vois les dit, ils sont appelés à faciliter les opérations sur le terrain. Ils sont appelés à lancer les opérations. Alors, qui sont ceux-là qui sont associés aux opérations, si ceux-là ne sont pas associés? C'est bien sûr le coordonnateur du RAVIP qui pourra donc vous répondre avec précision, puisque nous, on a eu la chance de rencontrer le chef du 8e arrondissement au lieu du déroulement de l'opération dans sa zone d'autorité. Et il nous faisait comprendre que l'opération était normalement annoncée pour se dérouler dans l'enceinte de l'arrondissement, ce qui n'a pas été le cas. On les a délocalisés dans un espace dont le propriétaire n'était même pas au courant. Résultat, il est venu donc renvoyer les agents de l'opération et ils sont donc allés se trouver, s'aménager un espace à l'air libre. À partir de cet instant, figurez-vous qu'ils travaillent avec des outils très sensibles, technologiques. Donc, quand il y aura par exemple des intempéries, je vais parler beaucoup plus de la pluie par exemple, ces opérations pourront suffisamment être perturbées. Et mieux, il nous a confié que c'est le jour même, à l'image des populations, qu'il découvre les opérateurs techniques à charge de l'enrôlement dans son arrondissement. Ils sont gardés dans un couvent? Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais n'a pas été associé. Et mieux,
il y a des lacunes qu'il a dénoncées hier sur le terrain. Des gens qui sont actifs et qui maîtrisent les outils technologiques mis à leur disposition. Par contre, d'autres ne savent même pas ce que ça veut dire. Résultat, la première opération est terminée chez un agent A qui doit pouvoir donc continuer le processus avec l'agent B qui va l'acheminer auprès de l'agent C, mais peut-être B ne sait même pas ce qu'il doit faire, donc il se réfère à C ou bien à A pour savoir par où commencer par cocher ou qu'est-ce qu'il faut faire à la suite. Vous voyez que le processus manque de finesse. Rien n'a été préparé, c'est dans l'opacité, comme les uns et les autres le décrivent ici, et on ne sait pas ce que ça cache. Vous pensez que ça pourrait avoir des non-dits à travers la façon dont ça se déroule, mais c'est le premier jour des opérations qu'on devient métonome. Vous savez combien de temps le chef de l'État a passé pour se faire enrôler? Non. Ah ben, il me semble, à moins que j'ai mal lu, je crois savoir 15 minutes, hein, beaucoup de célérité sur le terrain. Et ça s'est passé non loin d'un quartier que vous maîtrisez bien. Je n'y étais pas. Moi, je me fie à ce que vous avez encore tout le temps pour aller vérifier. C'est plus de 2 heures que l'opération a duré. Non, mais... C'est plus de 2 heures que l'opération a duré. À cause de la personnalité, j'imagine. Un peu de soin au chef de l'État, c'est ça, et non par rapport au dispositif en place. Joël Itondi, je ne vous... De toutes les façons, je sais que vous êtes un journaliste, vous avez fait du temps dans le métier, vous avez couvert des élections, et vous savez que lorsque l'autorité est annoncée pour venir, par exemple, sur un lieu de vote, on sait que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, mais quand c'est en phase de l'opération et que ça prend plus de 120 minutes, allez-y vous interroger. La technologie n'est pas encore huilée. Et je ne sais pas, et nous ne savons pas. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie. Et nous partageons amplement le point de vue de ceux qui pensent que nous sommes dans une certaine opacité et nous sommes dans une célérité, alors que cela ne devrait pas être le cas. On a dit que l'opération est partie pour durer 6 mois. Pourquoi les chefs d'arrondissement ne peuvent pas être associés à la base? Figurez-vous que nous avons essayé de joindre certains chefs d'arrondissement dans la commune d'Abomey-Calavi juste pour avoir plus de précision par rapport à ce qui se passe. Mais les populations sont descendues. Et le chef d'arrondissement est incapable de venir sur le lieu pour les consoler parce qu'il ne sait pas ce qu'il va dire. Il ne sait pas quand est-ce que les opérateurs techniques seront sur le terrain. Et il ne sait pas ce qu'il va véritablement confier à la population qui était en courroux, puisque tout le monde est sorti, je vous le dis et je vous le confirme. Les gens sont sortis mobilisés et veulent accompagner l'opération. Reste juste lié à la première journée, un départ, et que les prochains jours seront bien meilleurs. Vous connaissez le gouvernement, vous connaissez sa façon de communiquer. Si peut-être que l'opération avait pris, vous savez combien de quotidiens seront mobilisés pour annoncer avec ferveur le démarrage et la mobilisation. C'est parti pour 6 mois, on reviendra ici pour faire chaque fois que besoin le point. Nous vous remercions d'avoir été une fois encore des nôtres. On se retrouve très vite encore pour une autre page de la revue, n'est-ce pas? Oui, par la grâce de Dieu. Merci. Il sait, lui, accompagner les siens. Merci à vous, madame, monsieur, pour nous avoir suivis. 100% Bénin, bienvenue, mesdames, messieurs, et merci d'honorer le rendez-vous aux premières heures de la gouvernance talent. Elle aura, pendant plusieurs jours, voire plus d'une semaine, focalisé l'attention. La rocambolesque affaire dite 18 kg de cocaïne. Une affaire qu'on n'oubliera pas de sitôt, tant les implications et responsabilités sont grandes. À juste titre, à l'heure du bilan, un seul plateau débat n'aurait jamais suffi pour en faire le point. Après l'émission débat au sujet de la plainte contre INS qui peine à prospérer, 100% Bénin, le numéro du jour, voudrait s'attarder sur les impacts tant politiques qu'économiques supposés de la dite affaire qui, des mois et années à venir, alimentera sans doute encore bien des conversations. Alors, 2 analystes ont bien voulu nous assister au cours de cette émission, l'un sur le volet politique et l'autre au niveau du volet économique. Thème au menu, affaire 18 kg de cocaïne, quels impacts politiques et économiques? Déjà confortablement installé, je me retourne vers ma droite, il a nom Kazmi Pidjo, qu'on ne présente plus, il est le directeur de publication du grand journal que je lui laisse le soin de vous présenter plus amplement. Bonjour Joël, c'est Nouvelle Économie, c'est un journal qui aujourd'hui se veut un journal spécialisé au Bénin qui traite des questions économiques et vous avez compris le sujet pour lequel vous nous avez invités aujourd'hui
a toute son importance donc, dans nos colonnes. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici partager quelques expériences que nous avons eues à ce sujet. Donc voilà un peu ce que nous faisons au Bénin, dans la sous-région et pourquoi pas en Afrique. Oui, nouvelle économie, ça fait partie désormais des journaux avec qui il faut compter pour avoir de l'information, s'il vous plaît, de qualité. Merci pour la disponibilité, Kasbi Pidjo. Tout le plaisir. En face de vous, comme je l'annonçais, vous aurez un confrère, un éminent confrère dont le parcours plaide en sa faveur, Médéric François Gongo, qu'on ne présente plus. Il est le promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël, amis téléspectateurs et téléspectatrices de SICA, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. L'éditorialiste que vous êtes, sous sa plume, a fait quelques ébauches de préoccupations que certains téléspectateurs ne comprennent pas. Nombre d'observateurs ont abondé dans le même sens que vous. Affaire 18 kg de cocaïne. Il y a des liens que vous avez établis avec la politique. On se demande, mais où est bien ce lien-là? Vous savez, près d'un an et demi après l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, nous ne sommes pas surpris de la manière dont les choses évoluent. Nous ne sommes pas surpris parce que nous étions de ceux-là qui, avant le premier tour et entre les deux tours, avaient tiré la sonnette d'alarme pour avertir de ce que la ruse et la malice s'étaient invitées dans le jeu politique et qu'à ce titre, très tôt, le président élu aurait à dos le peuple et les partenaires de circonstances. Les faits dans leur évolution semblent nous donner raison. La ruse et la rage dont on a parlé il y a de cela quelques mois, après l'échec cuisant du projet de révision de la Constitution, étaient déjà dans le jeu bien avant la mise sur pied de la coalition de la rupture. Effectivement, le président de la République actuelle savait qu'à l'allure où allaient les événements, il ne pouvait pas se faire élire de lui-même. Il savait qu'il ne pouvait pas se faire porter au pinacle par un Béninois sur 3. La preuve est qu'il n'a fait que 24%. 24%, j'allais dire tout ça pour ça. Et il avait très tôt adjoindre à cette démarche de coalition de rupture les ténors politiques qui avaient beaucoup plus de vent en poupe et qui étaient adulés de part et d'autre, et notamment le président du patronat, Sébastien Germain Adjavon. Mais la nature du discours politique pendant la campagne, où, bien qu'étant au sein de la coalition de rupture, on en était arrivé à qualifier le président, le candidat Sébastien Germain Adjavon, de plan B de Boni Yahi, la nature du débat politique qui amenait certains supporters, non des moindres, de l'actuel président élu à qualifier le président Sébastien Adjavon de quelqu'un qui ne ferait pas l'affaire comme on l'aurait voulu, donc quelqu'un qu'on devrait appâter très tôt, mettre sous boisseau, quitte à le roubler comme on l'a vu. Cette affaire, comme nous l'avions qualifié, nous, il y a de cela un an, est le complot érhonté, le plus grand complot érhonté que nous avons enregistré depuis bientôt l'indépendance du Bénin. Nous avions eu affaire au dossier Boïki. Nous avions eu affaire à beaucoup de dossiers qui nous ont amenés à constater la fragilité de la solidité morale des acteurs politiques. Nous avions eu des complots sous le régime révolutionnaire où de but en blanc on traitait telle personne ou telle autre d'être en train d'instiguer un coup d'État. On les envoyait, quitte à Segbana, on en envoyait également en exil. Mais dans le cas de figure, la particularité de ce complot réside dans ce que celui qui est à la tête de la machine, des structures, et là, les faits dans l'évolution nous ont donné raison, les propos de Orden Aladati, les propos du ministre Djogbenou et les propos du chef de l'État lui-même à Parakou nous donnent raison de ce que l'actuel exécutif n'était pas complètement hors du jeu que nous avons constaté. Les dénonciations devant le tribunal nous appuient dans notre idée qu'on voulait abattre le plus grand faiseur
de roi, sinon le deuxième, ainsi que certaines langues se délient aujourd'hui pour le dire. Nous ne mettons pas en cause l'élection du président de la République, mais nous avons le devoir de rétablir les faits historiques pour prendre date devant le peuple et devant la postérité. Pour vous dire que nous ne sommes pas surpris. Nous ne serions pas également surpris par rapport à la suite des événements que nous allons enregistrer si nous observons les récents événements dans lesquels on a tenté, on a parlé de près de 20 événements, dans lesquels on a tenté d'inviter le président Sébastien Germain-Adjavon pour tenter de salir son honorabilité et éventuellement de le disqualifier pour les présidentielles à venir si l'on doit se mettre en phase avec ce qu'on nous a dit, là je parle du chef de l'État, la vidéo circule. L'on peut être médiocre, il suffit de ne pas avoir des challengers de taille en face et l'on va se faire élire par le peuple. Politiquement, aujourd'hui, les fondamentaux politiques de la coalition de la rupture ont volé en éclats. C'est quoi le lien avec cette affaire? Vous savez, politiquement, 65% des Béninois ont élu le président de la République. Mais des 65%, le substrat électoral, le résidu électoral que le chef de l'État lui-même a eu, ce n'est que 24%. Quoi qu'on dise, si le président Sébastien Germain-Adjavon avait appelé ses électeurs à voter selon leur conscience, ce n'est pas évident que le président aujourd'hui soit là. Si tout ce qu'on avait emballé dans cette coalition de rupture ne s'était pas investi, n'avait pas accepté, pas de faire le jeu, mais d'accompagner le mouvement de rupture, le chef de l'État ne serait pas là aujourd'hui. L'explication que nous tentons de donner, j'allais dire, au fondement spirituel de cette coalition politique qui ont volé en éclats, est que le peuple qui avait crié à l'unisson, le peuple qui spirituellement avait convergé vers l'élection du président de la République, ne se retrouve plus en ce pouvoir établi. Et les réformes qu'ils ont mises en place, le dédain du peuple par rapport aux réformes, la méfiance du peuple par rapport aux réformes, la hantise de voir autre chose derrière ce que le chef de l'État avance et affirme, montre qu'il y a rupture morale, rupture de contrat moral entre la grande majorité des 65% et le chef de l'État aujourd'hui. Et lui-même, il en est tellement conscient qu'il en fait cas de temps à autre. Lorsqu'il dit qu'il sait que ça ne va pas bien, lorsqu'il emballe la plupart de ces organes satellites de propagande pour amener le peuple à avaler la couleuvre en déclenchant la machine d'intoxication, d'information intentionnelle, j'allais dire, de sabotage de la plateforme du Bénin, pensant saboter le président Sébastien Germain-Adjavon. Politiquement, le Bénin, que nous avons réussi à construire à l'issue de la conférence nationale, le Bénin que nous avons réussi à construire, pour certains, en combattant le régime de Boniaï, et pour d'autres, en le soutenant, cette démocratie aujourd'hui se retrouve fragilisée. La preuve en est qu'on ne nous respecte même pas, que diplomatiquement, nous avons connu le plus grand revers de notre existence. La démocratie béninoise est-elle effectivement fragilisée? Et c'est du fait de la ruse et de la rage, et non seulement ça, de la gourmandise et de la triche, de la méchanceté, j'en aurais fini, de la méchanceté, de la rapacité, en desquels semblent être scellés ceux qui aujourd'hui, accidentellement, se retrouvent à la tête de notre pays. Nous y reviendrons. Merci, M. François Gogo. Oui, pour votre première prise de parole. Je suis tenté, avant de vous donner la parole vraiment sur ce qui relève de votre domaine de compétence, vous dire, vous, dans votre position d'observateur, est-ce que vous remarquez vraiment un certain lien entre un dossier comme celui-là et le domaine politique? Ce dossier, le domaine politique, pour moi, c'est un épiphénomène. Parce que le mal est plus profond, les conséquences sont plus dangereuses, les conséquences négatives. Parce que chez nous, en économie, quand on parle de conséquences, ça révèle l'aspect positif et l'aspect négatif. Alors, je parle ici des conséquences négatives, parce que conséquences positives, on n'en trouvera certainement pas.
Mais lorsque vous certainement pas. Certainement pas. Parce que ce n'est pas une information qui va arranger le pays. Ce n'est pas une information qui va arranger les 10 prochaines années de labeur du peuple béninois. Cette affaire? Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas, un pays sérieux ne peut pas mettre à la place publique, ne peut pas mettre sur les médias un gouvernement sérieux, un dirigeant sérieux, un leader sérieux, un responsable, excusez-moi, ne peut pas salir son propre pays de la sorte. Parce que quand on envoie... La responsabilité des autorités dans cette affaire, c'est une affaire de droit, non? C'est une affaire de droit. L'affaire a été sur la place publique. Les médias en ont fait leur chou gras, c'est de ça que je parle. Les médias font partie intégrante de l'État. C'est un composant de l'État. C'est le 4e pouvoir, si vous voulez, même si la Constitution ne nous donne pas ce droit. Mais on est quand même une force, une force très influente dans le pays. Et donc, lorsque vous mettez une affaire comme ça sur la place publique, et c'est de notre droit de le faire, lorsque vous le faites, vous ne mesurez pas tout de suite l'impact à l'international. Pendant 10 ans, dites-vous que le Bénin continuera à payer on va payer cher cette addition-là, et nous payons déjà cela. Nous payons cela dans ce sens, bien sûr. Parce que lorsque vous vous mettez vous-même à qualifier votre pays d'un pays très peu sérieux, d'un pays où trafique la drogue, lorsque vous prenez la 2e personnalité du monde des affaires, après vous, si j'ose parler ainsi, votre vis-à-vis direct, celui-là qui vous a soutenu, lorsque vous arrivez à l'étiqueter, lorsque vous arrivez à jeter de l'opprobre, parce que pour moi, c'est de l'opprobre, même si l'affaire devrait être, c'est pas de cette manière, l'affaire devrait être traitée. Pourquoi avons-nous un service de renseignement? Pourquoi on a les coulisses? Pourquoi on a les chargés de mission? Pourquoi on a les médiations? Le Bénin a plusieurs organes de médiation. Je ne parle pas de cet organe géré donc par qui était géré par Albert Tevoy-Djere et Nyolonfou. Non, je ne parle pas de ça. À la CCID, il y a un organe qui s'occupe de la médiation. Et donc, pour que ces affaires-là n'amènent pas des conséquences au pays, on gère ça en sourdine. Encore que si c'était vrai. Et donc, moi, je ne suis pas ici, je ne suis pas juge, mais j'analyse la chose sur l'angle économique. Et je dis, on ne peut pas vouloir du développement en excluant quelqu'un comme Sébastien Germain Adjavon. Ce n'est pas un Béninois ordinaire. Ce n'est pas un Béninois qu'on peut rencontrer dans les rues de Cotonou. C'est quelqu'un qui a de la matière. C'est un opérateur économique. Et lorsque vous voulez le chasser, vous y allez avec de la méthode, avec de la finesse. Vous le prenez, un peu comme l'auraient dit les Chinois, vous ne le prenez pas le tai chi. Là où il est le plus fort, vous l'attaquez là où il est le plus fort. Mais malheureusement... Vous voulez chasser Sébastien Adjavon, vous faites des déclarations un peu trop fortes. Qui veut chasser Sébastien Adjavon autour du... On ne veut pas le chasser, mais pourquoi avons-nous pris le soin de développer une affaire qui n'a pas l'air d'en être une? Pourquoi avons-nous pris tout le système étatique en branle pour quelque chose que la justice a déclaré? Vous connaissez la décision. Et donc moi je dis, si on ne veut pas le chasser, si on ne veut pas faire la chasse aux sorcières, comme on se plaît à le dire dans le pays, quel intérêt avons-nous à déclarer, 1, qu'il est un narcotrafiquant, 2, qu'il est un mauvais payeur fiscal, 3, qu'il est ci, qu'il est ça, 4, et tous les jours ça continue. Pourquoi avons-nous tout le temps vu ces entreprises avec des petits couacs au niveau de l'État? Ça pose un problème. Donc je dis, on veut le chasser. Et moi, je ne veux pas rentrer dans les polémiques politiques. Ce n'est pas moi mon rôle. J'ai cessé de faire ça il y a longtemps. Moi, je veux voir qu'est-ce que le Bénin gagne ou qu'est-ce que le Bénin perd en allant sur ce terrain-là, sur ce vilain jeu politique. Et vous savez, j'ai lu, et je vous ai entendu tout à l'heure dans votre introduction parler du rocambolesque affaire de 18 kg qui aurait coûté peut-être 9 milliards. 18 kg, c'est rien. C'est infirme. 9 milliards de francs CFA, c'est absolument rien. Quand on prend le budget de l'État et qu'on devrait diviser par 9 milliards, c'est absolument rien. Vous savez ce qu'on paie en allant sur ce terrain-là? Vous savez, oui, nous perdons parce que vous, chez vous, avec votre frère qui vous a soutenu, vous êtes capable de lui faire ce qui a été fait là.
vous êtes capable de le lui faire. Parce que, qu'on le veuille ou non, je n'accuse personne. Mais c'est l'État béninois qui a accusé son propre fils. Je parle de l'État béninois, qui a accusé son propre fils de narcotrafiquant, qui ne peut pas gérer le linge sale en famille. Et donc, moi, opérateur économique français, chinois, américain, néerlandais ou quoi, je ne sais, vous voulez que je vienne poser ma valise chez vous pour que demain, vous découvrez aussi que j'ai de la cocaïne dans mes effets, alors que vous êtes 54 États en Afrique. Nous sommes, selon le rapport d'une business, la nation économique aujourd'hui dans le monde, ça fait 190. Vous voulez que je vienne poser ma valise dans un pays où on va me foutre au gnouf, ou bien on va vilipender mes affaires? Mais Kazmi Gudio, les dernières données statistiques, bien entendu, ne plaident-elles pas en faveur du Bénin, de l'économie béninoise? Il paraît que l'économie prospère. Non. En tout cas, quand on s'en tient encore au relais fait par certains de vos confrères, l'économie béninoise est au meilleur de sa forme, avec des opérateurs économiques qui affluent. Vous avez les statistiques? En tout cas, je rapporte les propos de vos confrères. Vous savez, c'est le rapport, vous parlez du rapport d'une business 2018 où le pays a obtenu 4 points en avant. Je dis, l'enfant peut aller à l'école et avoir la moyenne de 11 ou bien de 10 sans pouvoir être pour autant compétent. Il peut avoir des lacunes dans des matières. Ça, c'est clair. Parce que si vous travaillez à régler la question de la corruption, de ci et de ça, si vous travaillez à avoir, par exemple, à la mairie de Cotonou, parce que c'est aussi ça, il faut avoir le courage de le dire. Le rapport d'une business, c'est rien que Cotonou, c'est juste Cotonou. Le rapport d'une business ne s'occupe pas de Porto-Novo, ne s'occupe pas d'Abomey-Calavi, de Parakou et autres. Et donc, le rapport d'une business en lui-même a ses imperfections qu'on ne peut pas forcément prendre comme un blanc-seing et dire voilà comment l'économie béninoise se porte. Dans ce même rapport-là, allez lire les composantes, les indicateurs. Quand vous prenez par exemple le rapport sécurité des entreprises, on n'a pas obtenu grande note là. Quand vous prenez le rapport création d'entreprises aujourd'hui, les entreprises créées au cours de l'année budgétaire 2017 ont chuté par rapport aux entreprises créées il y a 2 ans. Allez comprendre pourquoi. Allez comprendre pourquoi. Et donc, on ne peut pas travailler juste sur des facteurs de réforme au niveau de l'administration publique et avoir des points et penser qu'on a travaillé. Non. Alors, depuis aller dans le fond. Donc, le Bénin, l'insécurité économique s'est installée au Bénin. C'est de ça que je vous parle. Et c'est ça, le rapport d'une business a ressorti. Vous savez, c'est pas bon. C'est pas bon d'alerter inutilement. Ce n'est non plus bon. La communication a 2 rôles. Soit ça vous arrange ou ça vous dérange. La communication, c'est un couteau à double tranchant, comme on le dit. Quand ils le faisaient, c'est bon pour eux, à l'interne. Ça permet de montrer que telle personne, X, Y, au Bénin, voilà comment il se dit vertueux, mais voilà ce qu'il fait en sourdine. C'est bon. Ça montre que vous êtes bon, vous êtes rupturien, vous êtes blanc comme neige, vous êtes blanc comme le coton. Mais au fond, à l'international, vous ne savez pas ce que cela nous a causé. Et c'est justement ça. Moi, je souhaiterais que ce gouvernement puisse aller au-delà donc, de tout ce qu'on peut dire en termes donc, de vérification, en termes de justice, et commettre un cabinet aujourd'hui pour qu'on voit l'impact négatif, en fait, l'impact de ces informations qu'on a distillées dans l'opinion, pour voir si un opérateur économique a encore l'envie de venir poser sa valise au Bénin, même si aujourd'hui, le Bénin n'a pas des questions d'insécurité. Mais le Bénin n'est pas aujourd'hui la destination. Je continue pas à le dire. Prenez le rapport du business. Ne lisez pas ce rapport. Ne prenez pas les indicateurs Bénin. Prenez le Bénin dans la CEDEAO. Prenez le Bénin dans l'UEMOA. Et voyez si aujourd'hui, un opérateur économique malaisien, par exemple, préfère le Bénin au Burkina Faso. Non. L'opérateur économique préfère aller au Burkina Faso, préfère aller en Côte d'Ivoire, et pourtant ces pays-là n'ont pas les mêmes, je dirais, les mêmes entrains politiques que le Bénin. Nous avons par exemple un pays de paix qui n'a jamais connu de guerre. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que ça peut encore dégénérer. Et donc, tout le temps, les opérateurs économiques sont sur le qui-vive. Néanmoins, les expatriés continuent pas à fouler le sol de ce pays. Donc, quand ça se passe comme ça, vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que pour autant la démocratie nous sert? Est-ce que pour autant la quiétude nous sert? Et revoir votre politique. Vous savez, quand ils sont venus depuis 1 an et demi, combien de fois ils sont allés au Nigeria?
Combien de fois vous avez vu des balais d'opérateurs économiques du Nigeria venir au Bénin pour voir un peu prospecter l'économie? Pour autant, le Nigeria est aussi mauvais. Pourquoi nous voulons aller chercher très loin, quelque part, je ne sais pas, au Rwanda, ce que nous avons juste à côté de chez nous? Voilà la question qu'il faut se poser. Pourquoi le chef de l'État prend chaque fois le modèle rwandais pour illustrer ses arguments, alors que le Nigeria est la première puissance en Afrique et que nous sommes juste à côté? C'est une grosse interrogation qu'il va falloir prospecter. Voilà, Kasbik. Au Médéric François Gongo, depuis l'éclatement de cette affaire, la classe politique béninoise, paraît-il, ne passe non plus à l'unisson. On les avait vus venir en rang serré, ces acteurs politiques, parce qu'il y avait deux hommes qui, dans l'ombre, a su qu'il paraîtrait les accompagner. Sébastien Diavon, alors d'un côté, et de l'autre, Patrice Talon. Les deux hommes qui se sont donné la main à un moment donné ont fait croire qu'une fois, les acteurs politiques pourront regarder dans la même direction. Mais l'éclatement de cette affaire serait venu comme pour créer l'éclatement là où il ne fallait pas et ouvrir d'autres alternatives, pas forcément heureuses pour la classe politique dans son entièreté. Vous savez, la classe politique qui était quelque peu en cas de repère, cette classe politique qui n'agit que sur la base d'un réflexe de Pavlov, lorsque l'on pointe l'espèce sonnante et trébuchante, cette classe politique qui se retrouve en porte-à-faux complètement avec la population, qui semble être beaucoup plus en avance par rapport à ceux qui prétendent présider à cette destinée. Cette classe politique aujourd'hui montre également son vrai visage suite à cette affaire, il y a cela 1 an. Vous savez, le chef de l'État actuel a eu, directement ou indirectement, à collaborer, bien avant d'être la télécommande de Paris, à collaborer avec la grande partie des acteurs politiques du pays. Il les connaît et comme beaucoup ont l'habitude de le dire, il ne les tient pas leur nombril. Et nous pouvons aisément le constater aujourd'hui. Certains acteurs politiques qui ont décidé prendre fait et cause pour la justice par rapport à cette affaire, ou se sont retrouvés poussés dans leur dernier retranchement, ou ont été obligés de rallier le camp présidentiel parce qu'ayant des choses à se reprocher aussi, ou tout simplement se retrouvent dans l'attente de participer au partage du pouvoir, nonobstant leur position d'avant les élections ou pendant les élections de 2016. Nous avons affaire à une classe politique qui a vécu dans sa forme actuelle. Et le chef de l'État le sait très bien. Et c'est en cela qu'il joue à diviser les ensembles politiques, la RB, le PSD, la FCBE, et bientôt, on verra, suite à la formation du gouvernement, le PRD. C'est en cela qu'il joue à agiter de manière indirecte le spectre des difficultés juridiques pour tous les acteurs politiques qui ont des trucs à se reprocher. Nous avions parlé longtemps de Ségub ici. Aujourd'hui, tous les députés qui étaient dans cette affaire Ségub se sont casés au niveau du gouvernement et apparemment n'ont plus de problème. Beaucoup d'autres affaires existent. PPA2, lorsque le ministre Kassa a tourné Kazakh pour, dans un tour de 180 degrés, nous montrer que ces tripes politiques ne sont pas en bonne place, rejoindre pieds et mains liés le Bénin qui tarde à se révéler. Nous avons vu que le non-lieu a eu lieu rapidement. Nous verrons encore d'autres choses. Donc, au fait, nous avons affaire à un président de la République. Nous avons affaire à un clan, je ne dirais pas d'opérateurs économiques, mais d'affairistes, qui ont toujours utilisé leur position de chercheurs de marché d'État, de gestionnaires d'agréments d'État, pour beaucoup de prédateurs, et les faits nous le prouvent aisément, des meilleures ressources de la nation, qui ont toujours utilisé cette position pour manipuler les acteurs politiques de manière à avoir leur caution, à avoir leur soutien pour exercer leur dictat sur
les secteurs névralgiques de l'économie. Nous le constatons encore aujourd'hui, où difficilement le chef de l'État arrive à créer le distinguo entre la personnalité politique, le premier des Béninois qu'il représente, et l'affairiste qu'il a toujours été. Nous le constatons par rapport à toutes les sociétés qu'on nous amène, Morphodis à l'aéroport, Safran Morpho au niveau de Ravip, au niveau des routes, la société NSE, au niveau de la route de Lalo, par exemple, avec une société de droit ivoirien détenue par un Libanais. Nous l'avons constaté pour toutes ces sociétés, et nous le constaterons durant tout le mandat, où le chef de l'État, dans la logique de vouloir tuer politiquement celui qui était jusque-là le premier pourvoyeur des finances publiques, et là nous ne l'inventons pas, c'était les responsables des impôts en ce moment qui le disaient, même si ces responsables des impôts aujourd'hui semblent être instrumentalisés à des fins inavouées. Nous allons constater que dans la quête de nuire politiquement au premier des opérateurs économiques béninois, le chef de l'État contribue à fragiliser la plateforme, parce que je le dis, un président de la République qui va à Paris, qui prétend être reçu par le président du MEDEF, mais qui n'a pas avec lui le président du patronat, ou bien lui-même il s'improvise président du patronat, et là il va là pour développer non pas les affaires du pays, mais ses affaires, ou bien il regarde les autres du haut de son piédestal et il oublie que les informations que nous, le peu de nombre de journaux et d'acteurs qui osent braver les vicissitudes existentielles de nos entreprises, qui acceptent qu'on leur mette les bâtons dans les roues, qui acceptent qu'on leur coupe tout, et là je sais de quoi je parle, qu'on coupe tout, qui acceptent qu'on coupe tout pour mener le combat républicain, lorsque on voit un chef d'État se comporter de la sorte, représentant d'un pays qu'il traite de tous les noms, des aides de compétences, représentant d'un pays qu'il sous-classe par rapport aux visites des grands présidents, des grands de ce monde, représentant d'un pays où les opérateurs économiques, Casimir l'a dit tout à l'heure, se font désespérément désirés, comme me disent depuis que le président Patrice Talon est là, quels sont les opérateurs économiques qui sont là? Même au niveau de la coopération bilatérale et multilatérale, nous avons comme l'impression que plus rien ne va. Avec la promotion des septuagénaires à des postes de responsabilité diplomatique, des personnalités qui, bien qu'ayant rempli leur fonction durant toute leur carrière, se retrouvent aujourd'hui un peu en déphasage par rapport à l'évolution normale des choses. Bref, c'est pour vous dire que dans cette dynamique de méchanceté gratuite, d'ingratitude politique, bref, chromosomiquement, chacun sait ce qu'il est. Ouais, on en est arrivé... Politique, le mot ingratitude n'existe pas. Ça fait partie des arsenals de lutte à ce qui paraît. Non, il n'y a pas de politique sans l'éthique et la morale. Nous avons lu Montesquieu. Nous avons lu Spinoza. Nous avions lu Platon. Nous avions lu... Vous excluez Machiavel. Tous ceux qui ont... Évidemment. Tous ceux qui ont eu à théoriser par rapport à la philosophie politique, notamment par rapport à la démocratie de type libéral en expérimentation aujourd'hui au Bénin, nous les avions lus tous. Nous ne pouvons pas réinventer la roue. On ne peut pas réinventer la roue. Vous permettez, Frédéric François-Gongo, que je demande rapidement votre vis-à-vis. Il n'y a pas de pratique politique libérale sans l'éthique et la morale. Et l'éthique et la morale nous recommandent que l'on reconnaisse à chacun sa place par rapport au soutien qu'il a eu et qu'on sache, à défaut de le rétribuer, merci, au moins de ne pas le créer tous les ans. Aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment dans l'instrumentalisation des cadres au niveau des impôts, au niveau des directions techniques pouvant aider l'économie béninoise à retrouver sa forme la meilleure? Autour de cette affaire, Frédéric François-Gongo soulignait tout à l'heure, hier, c'était cette direction qui a parlé du premier contributeur béninois, mais qui aujourd'hui serait véritablement en disgrâce. La lutte se mène-t-il aussi à ce niveau où tous les maillons sont presque tétanisés autour de cette affaire? Et non seulement, votre mot n'est même pas assez fort pour caricaturer, pour dire tout ce qui se passe au sein de cette administration. Parce que descendez sans micro aujourd'hui au sein donc, de cette administration
économique, je veux parler de la prospection, je veux parler du ministère de l'économie, je veux parler d'autres ministères. Descendez aujourd'hui, discutez, puisque c'est des Béninois. Ils ont un autre discours. Mais tout de suite, déposez le micro. Ou dites quelque chose. Vous allez voir tout de suite, ils prennent leur distance. Et quand vous allez aujourd'hui dans les ministères, on a comme l'impression que chacun veut conserver le peu. On ne veut pas travailler. On est là. En tout cas, on m'a dit de faire ceci. Les Béninois, les cadres béninois ont la psychose. Ils sont plus libres. Pourquoi? Plus libres, pourquoi? Parce que la mission qu'on leur demande, elle est impossible. Mais ils ne peuvent pas renoncer à cette mission. Parce qu'ils veulent préserver leurs intérêts. Enfin, ils veulent maintenir leur train de vie. Ils ne veulent pas envoyer leur famille dans la misère, dans la précarité. Parce qu'aujourd'hui, on sait par quelle porte vous sortez lorsque vous n'aspirez pas, lorsque vous ne répondez pas favorablement aux injonctions. Je pèse bien mes mots. Pas aux instructions, aux injonctions. Qu'une classe d'hommes politiques et économiques ont donc mis sur pied pour gérer le pays. On a comme l'impression aujourd'hui que l'administration fonctionne à peine. Et le prétexte qu'on avait évoqué en son temps, c'était le remaniement ministériel. Oui, ce remaniement est venu et est passé. Mais malgré ça, les cadres ne sont pas libres. Je viens de l'administration, je discute avec des gens et vous ne comprenez pas ce qui se passe. On vous demande des services qui dépassent l'entendement. On vous demande parfois de faire des gymnastiques pour soit attribuer des marchés ou bien pour renoncer à des contrats qui ne répondent à rien. Qui, dans un pays sérieux, excusez-moi de le dire, mon pays est un pays sérieux, mais dans un pays très sérieux, lorsque j'arrive à perdre un contrat comme ça, je me dois d'aller devant la justice. Vous irez devant la justice, oui, mais nous n'avons pas encore cette culture, nous n'avons pas encore cette justice, nous n'avons pas encore un tribunal commercial, même si ça vient de naître, ce n'est pas encore efficace pour traiter de ces questions. Voilà comment les cas de l'administration fonctionnent. Vous avez évoqué un cas, le redressement fiscal, c'est de ça que vous parlez lorsque vous dites qu'on était vertueux hier, qu'aujourd'hui on paraît comme celui-là qui n'est plus vertueux. Vous parlez du redressement fiscal. Vous savez, je me suis amusé en tant que simple béninois néophyte donc de la question économique et j'ai lu un peu les tests jeudi. Quelqu'un qui doit 165 milliards, est-ce qu'il est le seul coupable? Si éventuellement il devait. Alors 165 milliards, c'est pas petit. C'est pas du 165 francs en 2 ans. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Quel est son chiffre d'affaires? Pour rester devoir, malgré tout ce qu'il a déjà payé, il reste encore devoir ou bien il a tripatouillé, parce que, employant le terme, il a tripatouillé à hauteur de 164 milliards de francs CFA. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique des cadres de l'administration fiscale. En 2 ans, quelqu'un a tripatouillé 164 milliards de votre trésor public. Mais celui-là, il est un génie. Il doit être célébré. Comment vous, qui avez été à l'école aux frais de la princesse, vous avez appris le job, c'est votre rôle, vous êtes là. Et ce monsieur, il a pu s'en sortir avec 164 milliards. Vous semblez dire que c'est une autre affaire. C'est carrément une autre affaire. Le problème est ailleurs. Le problème n'est pas sur le terrain du redressement fiscal. Le problème est carrément ailleurs. Et osons le dire pour une fois. Osons le dire au Bénin, même si, en finissant de le dire, nous allons chercher notre nouveau patrie. Encore que nous n'avons pas toutes les chances. Les Béninois n'en sont pas à ce niveau-là où les Béninois doivent être tentés d'aller chercher une autre patrie, renoncer à leur patrie. Je peux vous citer tout de suite Léadi Soglo. Il est Béninois avant d'être français. Il est Béninois avant d'être exilé. Je peux vous citer Patrice Talon aussi, avant 2016. Il était Béninois avant de regagner Sofitel à Paris. Et donc, la chose est possible. La chose est possible. Et c'est un Béninois qui est au pouvoir. Mais et donc, quand vous dites un certain nombre de choses... Lorsqu'on a vécu, parce que vous dites des choses
plus qu'inquiétante là. Mais lorsqu'on a vécu hier des situations du genre et qu'on a opté pour un nouveau départ, on ne va pas reproduire le même scénario. C'était pour ça le peuple béninois a dit oui. Parce que le chat échaudé va craindre le froid certainement. Le peuple béninois s'est dit, en le portant, c'est que, on n'aura pas la chasse aux sorcières comme il a dit. Mais c'est tout à fait le contraire, peut-être. Parce que les affaires dont on est en train de parler, lorsque vous soulevez ces affaires-là, ce n'est pas pour maintenir au pays la première personne indiquée. Sébastien Adjavon, lorsque vous sortez 64 milliards de francs CFA, c'est peut-être le voir prendre de la CIU pour mourir. C'est peut-être le voir disparaître. C'est ça. Lorsque vous l'inculpez de drogue, puisque c'est de ça que nous parlons, lorsqu'il est inculpé, enfin, lorsque vous l'accusez innocemment d'avoir trafiqué de la drogue, c'est pour qu'il reste au pays? Non, pas forcément. Parce que quand vous êtes dans un pays, quand on parle de la sécurité, l'État garantit la sécurité, la paix et la sécurité. Ce n'est pas seulement la paix physique, ce n'est pas la sécurité physique, mais la sécurité, c'est d'abord mental. Quand vous ne pouvez pas dormir chez vous, quand vous ne savez pas quel dossier demain on pourra mettre sur votre compte, mais quand vous êtes comme ça, vous ne venez pas faire les affaires. Et c'est ce que je suis en train de dire, les expatriés qui ont envie de venir au pays, mais ne peuvent pas venir lorsque votre propre frère, voilà, j'y arrive, vous l'accusez de la sorte, moi, étranger, je ne viendrai pas chez vous. C'est de ça qu'il s'agit, il faut avoir le courage de le dire. Et donc, quand vous avez ces affaires-là, mais Derrick semble trouver le rendez-vous manqué avec le président du MEDEF, une certaine liaison. Parlons de ce cas-là. Pourquoi il n'a pas été reçu? Ok, pour le président français, on comprend. C'est une question d'agenda. Mais ils ne nous ont jamais expliqué pourquoi le président du MEDEF n'a pas pu recevoir la délégation béninoise, fut-elle conduite par le président de la République. Mais il a dit, aujourd'hui, qui est le chef des opérateurs économiques au Bénin? Vous pensez que c'est Sébastien Adjavon? Oui, sur les papiers. Mais dans la réalité, regardez juste derrière le chef de l'État, chaque fois il voyage pour des affaires, regardez qui est juste derrière lui, à sa droite. Vous allez comprendre. Ça peut porter préjudice? Mais écoutez, mais vous pensez que on ne peut pas être jugé parti à la fois? Vous ne pouvez pas être président de la République, nommer votre PCA et chaque fois l'avoir comme opérateur économique dans votre avion. Il faut faire venir Sébastien Adjavon. À défaut, il faut voyager avec sa TV. Ou bien aller chercher quelqu'un comme Tourné. Mais tous ceux-là, ce sont des opérateurs économiques. C'est des gens qui ont mouillé le maillot, qui ont eu leur richesse. Je suis tenté de vous demander où que sont devenus tous ceux-là. C'est la question que je me pose. Depuis un an, dites-moi, à moins que je sois amnésique, à moins que je ne sois plus au Bénin, combien de fois avez-vous vu ceux-là dont je suis en train de parler, en train de bomber leur poitrine pour défendre le Bénin? Combien de fois avez-vous vu? Il y a aujourd'hui une situation atténuante. Au moins, avec Maître Rodriguez, c'est la lune de miel avec le chef de l'État. Vous pensez? C'est déjà un début, non? Vous pensez? Après sa visite au pays, vous l'avez vu encore? Dites-moi, qu'est-ce que... Vous savez, l'argent n'aime pas le bruit. Et le bruit aussi n'aime pas l'argent. Oui, peut-être si cela coule mais douce, sans silence. Quand vous faites du bruit, l'argent va vous faire. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Le bruit est en train de faire fuir l'argent de mon pays. Mais François Gongo, il y a quand même de l'espoir à l'horizon avec ce qui se dessine ces derniers jours-ci, assez de soutien au chef de l'État, mais aussi quelques mouvements d'opposition, des leaders qui commencent à donner de la voix. C'est tout à l'honneur de la démocratie et aussi la preuve d'une certaine relance de l'activité politique. Vous savez, heureusement qu'il y a des Béninois qui sont atypiques. Si tout le monde doit se comporter comme des Béninois, comme beaucoup nous le disent, c'est qu'il faut qu'on se taise pour manger. Ils nous le disent tout le temps, tu n'as pas de famille, tu n'as pas une petite famille, toi tu ne veux pas rouler carrosse, et pourtant tu connais tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, mais tais-toi et mange. Et ça, c'est des gens bien positionnés dans le dispositif. Qui vous dit ça? Tais-toi et mange. J'ai dit, mais écoutez, chacun a son travail. Moi, je ne suis pas un acteur politique. Je peux avoir de l'admiration pour le président Sébastien Adjavon. Et ça, c'est une affaire qui date de près de 45 ans. Mais ça ne veut pas dire que lorsque je vois la vérité, je ne vais pas le dire. Nous étions de ceux qui avions soutenu en son temps le président Boni. Mais lorsque nous avions vu que ça chavirait de tous les côtés, le concept concours de la honte, c'était nous qui l'avions sorti.
Nous, notre métier, c'est de cela qu'il s'agit. Si nous étions dans des pays qui se respectent, on doit avoir des mécanismes huilés de financement. Et était à l'abri du biberon étatique qui patronise aujourd'hui la plupart de nos confrères, qui deviennent des pétades. À quoi? On a comme l'impression qu'ils ne peuvent même pas vivre hors du système étatique. On a comme l'impression qu'ils ne peuvent pas se débrouiller d'eux-mêmes, comme la plupart des Béninois, comme les dames qui vendent au bord des rues qu'on a cassées, sans rien faire, comme des étudiants qui ont le mérite d'être les meilleurs, même s'ils vivent à 400-500 km de Cotonou, et à qui on a dit aujourd'hui qu'ils doivent payer les frais d'instruction sur le campus, comme les cadres qu'on manipule à dessein aujourd'hui. On ne vous nomme que lorsque vous pouvez aller rendre compte dans certains bureaux parallèles où se distribuent les marchés de l'État. Au fait, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il, mesdames? Politiquement, là où on est à terre. Ça va être en même temps votre là où on est politiquement, on est à terre. Le chef de l'État échoue sur tous les plans. Mais pas sur le plan politique. Sur le plan politique, il a échoué de manière éhontée. La révision de la Constitution qui devrait constituer le bilan majeur de ce mois de mars, qui était déclaré être le mois de la révision, qu'on devrait mettre au compteur du gouvernement d'un Bénin qui peine à se révéler, ce fut d'un échec cuisant. Bon, c'est du passé, la route est encore longue. Aujourd'hui, vous parlez tout à l'heure du réveil des acteurs politiques, mais moi je vois qui? Je vois Léon Songbadi, je vois René Agossa, je vois Constantin, je vois nos amis les communistes, je vois les 23 députés qui sont des braves et qui ont accepté braver les menaces parce que tout juste après, on a tenté de soulever quelque chose à la Solapra contre l'ancien ministre. Mais les autres rapidement sont obligés de se recaser. On les voit, on les a recasés au niveau du RAVIP aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Où on doit instaurer la terreur comme moyen de gouvernance. Mais François Gogo, votre mot de la fin avant qu'on clôture cette émission. Le mot de la fin, c'est que le Bénin mérite mieux que ce qu'on lui donne aujourd'hui. Et autant qu'il soit fort aujourd'hui, parce qu'ils ont pu réussir à user de la ruse et de la malice, de la rage, pour avoir le contrôle momentané, je le dis, de cette train névralgique de la nation, autant qu'il soit fort pour mettre les cadres manipulables à tous les niveaux. Heureusement que nous avons à saluer ce cadre du ministère des Affaires étrangères qui a pu faire cause pour la bonne cause, si je ne me répète, parti pendant qu'il était encore temps. Autant que l'on soit, nous devons savoir que c'est seulement au moment où nous nous mettons sur notre lit que nous savons. Nous ne savons pas quand nous dormons, nous ne savons pas quand nous nous réveillons. Oui, demain reste une surprise, un énigme. Donc, demain n'est pas loin. Merci. Et les mêmes causes aujourd'hui pourraient produire les mêmes. Merci, Bédric François Gogo. Oui, qu'avez-vous envie de dire fondamentalement? La France défend ses fils, ses opérateurs économiques. Le Bénin est sur le modèle français. La France n'a jamais fait d'étaler ses opérateurs économiques. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont tous bons. Allez fouiller Safran, juste pour ça. Allez fouiller Bolloré, je peux les citer. Et je peux continuer. Allez fouiller pour comprendre c'est quoi les affaires. Et ce n'est pas pour autant l'État met en déroute. Au contraire, l'économie sauve un petit mot. La politique. Mais ici au Bénin, c'est la politique qui détruit l'économie. Il faut que ça cesse. Et que la conscience collective revienne et qu'on protège les intérêts surtout des opérateurs économiques et qu'on laisse la politique à part, l'économie à part. Merci, merci à vous, chers invités. Oui, je suis au regret de mettre définitivement un terme à ce numéro. Même 30 secondes, je ne pourrais pas. Mesdames, François Gongo, merci pour la compréhension et pour la contribution à l'enrichissement de ce débat. Merci aussi à vous, Kazmi Pédior, mesdames, messieurs. Merci pour l'attention. Ce sera tout donc pour ce numéro. Je vous accompagne sur cette note de l'artiste belge Philippe Gelouk. Si la méchanceté n'existait pas, il n'y aurait aucun mérite à être gentil. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.